On utilise l'argent tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment qui en fixe les règles? En fait, il y a toute une architecture invisible, hyper complexe, qui gère tout ça. Et aujourd'hui, on va décortiquer les plans ensemble pour voir qui tire vraiment les ficelles. On a tous connu cette sensation, quand on se retrouve face à son banquier. On remplit des tonnes de papyrasses, on doit respecter des plafonds de crédit qui peuvent sembler sortir de nulle part. Bref, on suit des règles, mais qui les a écrites au juste? Qui est l'architecte derrière notre vie financière? Pour trouver la réponse, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que, attention, ces règles ne sont pas nées tranquillement dans un bureau feutré. Non, non. Elles ont été forgées dans le feu, dans le chaos d'une crise mondiale qui a bien failli tout faire s'écrouler. 2008, le château de cartes financier mondial s'effondre. Des banques qu'on pensait intouchables, des géants, pouf, disparus, du jour au lendemain. C'était un véritable séisme. Alors, pour éviter que ça se reproduise, les grands pontes de la finance mondiale se sont réunis en urgence. Leur mission, tout reprendre à zéro, redessiner complètement les fondations du système. Et qu'est-ce qui est sorti de ces réunions? Les fameux accords de Bâle. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas une loi au sens strict gravée dans le marbre. On appelle ça du droit souple. En gros, c'est comme un pacte entre pays, une sorte de gentleman's agreement. L'idée, c'est que tout le monde s'engage à rendre ses banques plus solides pour pouvoir encaisser la prochaine tempête. Ok, donc on a un pacte mondial, une recommandation. Mais alors, comment on passe de cette simple idée à une règle de fer, une règle obligatoire pour une banque à Paris, à Berlin ou n'importe où en Europe? C'est là que les choses deviennent concrètes. C'est là que l'idée se transforme en loi. Imaginez une sorte de cascade réglementaire. Tout en haut, on a le standard international, l'idée de base. Juste en dessous, l'Union européenne s'en empare. Et là, elle transforme cette idée en ce qu'on appelle du droit dur, c'est-à-dire des directives, des règlements, des textes bien contraignants que personne ne peut ignorer. Et enfin, l'eau de la cascade arrive tout en bas, au niveau national. Et là, la France, par exemple, doit appliquer cette loi européenne à la lettre. Et bien sûr, pour s'assurer que les plus gros joueurs ne tentent pas de tricher, on a mis un nouvel arbitre sur le terrain. Un arbitre très puissant, la Banque Centrale Européenne, la BCE. Depuis son siège à Francfort, elle a les yeux rivés sur les plus grosses banques de la zone euro. Elle vérifie que tout le monde respecte bien le même livre de règles, autant dire que la récréation, elle est terminée. Bon, maintenant qu'on a vu le niveau mondial et européen, faisons un zoom. On arrive en France. Une fois que la loi européenne est là, qui s'assure sur le terrain, au jour le jour, que chaque banque, chaque courtier la respecte bien? Alors, le premier gardien du temple, c'est l'ACPR. Pour faire simple, c'est un peu le gendarme de la finance. C'est cette autorité qui donne le permis de conduire aux banques et aux courtiers. Et elle peut faire des contrôles surprises à tout moment, un peu comme un contrôle radar, pour vérifier que personne ne fait n'importe quoi avec l'argent de ses clients. Ensuite, on a un autre acteur, le HCSF. Si l'ACPR est le gendarme qui regarde les voitures une par une, le HCSF, lui, il regarde l'état de toute l'autoroute. Son job, c'est d'avoir une vue d'ensemble, de surveiller toute la forêt pour empêcher le départ d'un grand incendie. Par exemple, une bulle immobilière qui pourrait tout faire exploser. C'est vraiment le pompier en chef du système financier. Et cet organisme, le HCSF, il a un outil super connu, une règle qu'il a rendue obligatoire pour tout le monde. Ce fameux taux d'endettement de 35%. Oui, cette limite qui dit qu'on ne peut pas consacrer plus de 35% de ses revenus au remboursement de ses crédits, elle vient de là. C'est une règle simple, mais qui a un impact énorme sur la vie de milliers et de milliers de personnes qui veulent emprunter. Et enfin, il y a un troisième gardien, l'ORIAS. Lui, c'est un peu le videur à l'entrée de la boîte de nuit. Personne ne peut se dire courtier en crédit ou courtier en assurance s'il n'est pas sur sa liste. L'ORIAS va tout vérifier, la formation, l'assurance professionnelle, même l'honorabilité. Bref, c'est le filtre indispensable pour s'assurer qu'on a affaire à de vrais professionnels. Bon, ok, des comités à Bâle, des lois à Bruxelles, des gendarmes à Paris. Tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais concrètement, pour les gens, quand on veut faire un prêt immobilier par exemple, qu'est-ce que ça change? L'impact, il est partout, vraiment partout. La fiche d'information standardisée, ce document qu'on reçoit pour comparer les offres de prêt, ça vient d'une directive européenne. Le fameux calcul des 35% de taux d'endettement maximum, ça c'est le HCSF français qui l'a imposé. Le courtier qui doit absolument donner son numéro ORIAS, c'est la preuve qu'il est bien enregistré. Même le délai de réflexion de 10 jours, c'est une règle de protection française. En fait, chaque papier, chaque chiffre de notre dossier est une brique de cette immense architecture invisible. Alors on le voit, toute cette pyramide de règles a été construite dans un but bien précis. Mais, et c'est là que ça devient compliqué, ça nous place face à un vrai dilemme, un arbitrage en fait entre la sécurité d'un côté et l'accès au crédit de l'autre. Le but premier, l'objectif numéro 1 de tout cet échafaudage réglementaire, c'est la protection. C'est de construire des remparts assez hauts, assez solides, pour qu'une crise comme celle de 2008 ne puisse plus jamais arriver et tout balayer sur son passage, l'épargne des gens, l'économie tout entière.
Seulement voilà, ces remparts, ils ont un coût. Et une forteresse, ça protège, mais ça peut aussi devenir une prison. C'est ce que certains analystes soulignent. En devenant très très rigide, ce système a fini par fermer la porte à une partie des ménages, en particulier les primo-accédants. Des gens qui ont pourtant une situation financière saine, mais qui, pour une raison ou une autre, ne rentrent pas parfaitement dans les cases. Et c'est ça qui nous amène à la question finale, une question vraiment essentielle. En cherchant à construire un système financier parfaitement sûr, est-ce qu'on n'a pas, en même temps, créé un système qui est juste beaucoup plus difficile d'accès ? Entre protéger tout le monde et permettre à chacun de construire son projet, il semble que le point d'équilibre parfait, lui, reste encore à trouver.